Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mecapod. Comme à mon habitude, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux transcriptions des épisodes ainsi qu'à l'ensemble des photos sur mon site mecapod.com avec un accent sur le E. La section blog se trouve dans le menu en haut à droite. Mes épisodes y sont également postés dans la section podcast du menu. Le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, YouTube Music ainsi que Spotify, Amazon Podcast et Apple Podcast. J'ai dans le projet de faire des interviews de passionnés ou professionnels des métiers de l'automobile et de la moto. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Allez, fini la promotion, on passe à l'épisode qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est dédié à l'histoire exceptionnelle de la GSX-R. Elle fêtait ses 40 ans l'an dernier, 40 ans d'une longue et fructueuse carrière. Alors, c'est parti, découvrons l'histoire de cette légende de la route et de la piste. Bienvenue sur Mecapod, le podcast des passionnés de mécanique. Voilà, pour cet épisode, j'ai décidé de changer un peu et de faire le jingle tout de suite après l'intro. Je pense que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si vous préférez avoir le jingle tout de suite, puis l'intro et l'épisode qui continue, ou alors si vous préférez avoir l'intro, le jingle et l'épisode comme on va le faire aujourd'hui. Donc on démarre la saga GSX-R par une petite présentation de Suzuki. Mikio Suzuki, le fondateur de la marque, est né en 1887. Il commença la fabrication de métiers à tisser en 1909 à l'âge de 22 ans. Puis, entre 1936 et 1939, seront conçus différents prototypes de véhicules ainsi qu'un moteur de 30 cm3 pour moto. C'est en s'appuyant sur ses connaissances acquises durant les fabrications d'avant-guerre que l'entreprise commença en juin 1952 la fabrication de motos. L'établissement Suzuki Loom Works devient en 1954 l'actuel Suzuki Motor Co. Ltd. Suzuki fut le premier constructeur japonais à se reconvertir dans la fabrication de 4 temps tout en conservant les 2 temps avec la gamme RG. Les premiers moteurs à 4 temps furent présentés lors de l'IFMA en 1976. Cette nouvelle génération de motos, équipée d'arbres à cam en tête, est alors synonyme de sécurité, de souplesse et de puissance. L'histoire de la gamme GSX-R, elle, commence en 1984, soit une quarantaine d'années déjà. Le premier modèle à porter ces lettres légendaires est le GEX 400. Il était non importé en Europe, ce modèle est souvent oublié lorsque l'histoire de la gamme GSX-R est racontée, mais il s'agit bien du premier modèle à arborer ces lettres. Dès la genèse, l'ambition est simple, apporter l'ADN des motos de compétition dans une gamme sportive. Cette 400 cm3 est assez loin de ce que l'on attend d'un GEX avec 67 chevaux pour 152 kg. Mais son design comporte déjà les traits des sportifs de l'époque. Cependant, elle n'est pas considérée comme celle ayant pavé la route des réplicas, mais celle dont descendront d'autres modèles de la marque, comme le Bandit. Arrive alors septembre 1984 et le salon de Cologne en Allemagne. C'est ici que la légende des GEX commence avec la GSX-R 7,5. Cette première génération avait pour objectif de passer sous la barre des 180 kg et de tirer un maximum de puissance. Résultat, des caractéristiques qui donnent le tournis. 1,76 kg par cheval, soit une nette, pour pas dire une incroyable, différence par rapport à la 400 cm3. C'était le souhait de Etsuo Yokuchi, le directeur de la course de l'époque qui souhaitait construire une moto de course pour la route. Ce moteur 4 cylindres fera donc 100 chevaux pour un poids de 176 kg avec une vitesse max comprise entre 227 et 240 km/h. Voilà les caractéristiques de cette moto pour ce millésime 1985, exceptionnel pour l'époque. Pour atteindre ces performances, il fallut donc faire la chasse au kilo et ça passera par le développement d'un refroidissement air-huile qui sera nommé le SACS, acronyme de Suzuki Advanced Cooling System, voulant dire système de refroidissement avancé Suzuki.
Ce système sera développé en s'inspirant du système de refroidissement d'un avion de chasse, le Mustang P-51. Suzuki peut aussi remercier la marque anglaise Rolls-Royce d'avoir breveté ce système dans les années 1920. Pour faire simple, ce système fonctionne par le passage de l'huile dans un radiateur étroit, puis elle se dirige vers une première pompe qui la poussera vers une deuxième pompe située en haut de la culasse. De nombreux jets pulvérisent sans modération les pistons du moteur ainsi que d'autres organes mobiles. Des passages complexes et tous ces éléments couplés à des ailettes assurent un refroidissement par air. D'après des documents mis à disposition des journalistes du site motostation.com, les ingénieurs expliquent comment ils ont créé le système. Pour une première approche, on utilisa de l'eau colorée pour simuler l'huile, comme aucun fabricant ne l'avait fait auparavant. C'était un terrain vierge. Mais utiliser l'huile à la place de l'eau était impossible car la surface de refroidissement était inadaptée. On ne pouvait non plus utiliser le puits de chêne des arbres à cames pour la simple raison qu'il y avait trop d'effets d'émulsion lorsque le liquide entrait en contact avec des pièces qui tournent rapidement telles que la chaîne ou les soupapes. On s'est alors demandé s'il n'était pas plus intéressant de créer une canalisation spécifique au niveau de la culasse. Ceci nous permettait de réduire la hauteur de celle-ci, la culasse, pour qu'elle profite du flux d'air qui servait à refroidir le cylindre. Après de nombreux essais, on découvrit que c'était possible et que ça marchait. Fin de la citation. En réalité, ils avaient trouvé un bon compromis. Comme quoi, le simple était parfois le plus compliqué à trouver. Cette Suze était loin d'être parfaite. En effet, elle sera équipée d'un châssis MR Allbox en aluminium plutôt traditionnel. Les essayeurs de l'époque lui trouvaient un manque de rigidité et leur a donné quelques sueurs froides. Il faudra attendre l'année suivante, le rallongement du bras oscillant de 25 mm et de nouveaux pneus radio pour améliorer légèrement la tenue de route. En 1986, apparaît sa grande sœur, la 1100 Gex, véritable missile pour l'époque. Cette moto arpentait des terrains méconnus. Sa cylindrée, sa puissance et sa vitesse de pointe étaient inégalées cette décennie. Elle disposait d'un moteur 4 cylindres de 1052 cm3, développé à partir de celui de sa petite sœur, lui aussi en refroidissement SACS. Ce moteur dispose de 130 chevaux à 9600 tours minute. Elle gagne quelques kilos, mais reste sous la barre des 200 avec 197 kg affichés sur la balance. Elle est bien plus stable que la 7,5 avec son châssis renforcé et son pneu avant en 110 et son arrière en 150 sur des jantes en 18 pouces comme la 7,5. Sa fourche fut également revue avec un réglage hydraulique associé à un système anti-plongée. Son embonpoint l'a rendue bien plus délicate à piloter dans la partie sinueuse. Mais elle se forgea une solide réputation grâce à sa tenue de route et à son coffre et à la fiabilité de son moteur. La boîte de vitesse passera de 6 à 5 vitesses, mais pas d'impact sur la vitesse max puisqu'elle atteignait 280 km/h. Elle évolua en 1992 avec l'abandon du SACS au profit du refroidissement liquide, mise à jour qui sera également effectuée la même année sur le 7,5. La 1100 aura connu une carrière formidable jusqu'en 1999 et l'arrêt de sa production. Pas de grosses nouveautés après l'évolution de 1992 dans les GEX, sauf bien sûr l'arrivée de la 600 hors de nos frontières nationales la même année. La 600 sera principalement commercialisée au Japon, bien sûr, et aux États-Unis. Arrive l'an 1996 et une nouvelle ère, celle des SRAD, acronyme voulant dire Suzuki Ram Air Direct pour Admission d'air forcé Suzuki. Pour faire simple, ce système pousse de l'air dans la boîte à air par des prises d'air situées à l'avant de la moto. Plus on prend de la vitesse, plus le gavage est fort. On ajoute plus d'essence et hop, on en tire un max de puissance. Elle porte le surnom de Strad à cause de l'autocollant massif montrant l'acronyme sur la coque arrière. La 600 et la 7,5 seront toutes deux dotées de cette technologie. D'ailleurs, elles sont quasiment identiques, pour pas dire jumelles. Elles sont d'ailleurs toutes deux équipées d'un nouveau cadre périmétrique. La GEX 750 sera d'ailleurs élue moto de l'année. Cette 600 avait un moteur rageur et pas facile à exploiter. Elle développait avec son 4 cylindres de 600 cm3
quelques 103 chevaux à 10 000 tours minute et une vitesse maximum annoncée à 250 km/h pour 173 kg. Elle n'est pas la plus légère de l'époque, mais offre clairement des caractéristiques impressionnantes. Le 600 restera sans modification jusqu'au nouveau millénaire qui lui offrira l'injection. Ce dernier équipait déjà la 750 depuis 1998. La petite sœur maigrira graduellement au fil des ans jusqu'à atteindre 163 kg pour 120 chevaux en version libre en 2003. Juste avant le passage à l'an 2000, une tempête traversa la France. En cette année 1999, une nouvelle moto, seconde à franchir la barre mythique des 300 km/h, arrive dans la gamme. Je parle bien évidemment de la GSX 1300 R Hayabusa. Elle est souvent associée à la gamme GSX-R, mais en réalité, elle n'en fait pas partie puisque le R est situé après la cylindrée. Elle a des courbes arrondies, a des courbes sportives et racées, et elle est catégorisée dans les on ne sait pas trop. L'Hayab, c'est un peu sa propre catégorie. Sportive, GT, impossible à dire. Avec ses 175 chevaux pour 220 kg, une vitesse maximum annoncée à 318 km/h à 13 000 tours minute, on a plutôt affaire à du balistique. Son nom vient de sa vitesse de pointe, similaire à celle du Faucon Pèlerin, ainsi qu'en hommage à un avion de chasse japonais de la Seconde Guerre mondiale, le Ki-43 Hayabusa. Elle rendra même célèbre un Suédois nommé Patrick von Furstenhof, alias Ghost Rider. Ce dernier est connu pour ses délits routiers au guidon de son Hayabusa Turbo avec laquelle il a atteint la vitesse de 354 km/h. Bref, l'Hayabusa est une légende à elle seule, obligé pour moi d'en parler dans cet épisode. Peut-être, qui sais-je, ferai-je un épisode dans le futur sur cette moto. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez envie ou non d'entendre l'histoire de cet incroyable missile balistique. Nous voilà arrivés en 2001, année où le règlement de Superbike change. On passe de la 750 cm3, très coûteux à produire et à préparer, aux 1000 cm3, qui, de série, coûtent environ 20 fois moins cher pour atteindre des puissances équivalentes aux 750. Naît alors la GSX-R 1000, digne remplaçante de la 1100. Cette GX reprendra les lignes racées de sa petite sœur et aussi bon nombre de ce qui fait la renommée de cette gamme. Un gros moteur, ici un 988 cm3, des chevaux en pagaille, on en a 164 à 10 500 tours minute, et un poids contenu, on parle de 170 kg, soit un rapport poids-puissance de 1,037 kg par cheval, pour une vitesse max de 290 km/h. Ça décoiffe. Bien entendu, tout ça, c'est en version débridée, car oui, pour la jeune génération qui écouterait cet épisode, aujourd'hui, à l'époque, en France, les motos sont bridées à 100 chevaux, la loose. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles réglementations, si on a l'ABS, ce qui est obligatoire aujourd'hui sur les motos, eh bien, nous avons la puissance totale et pas de limite. La 1000 deviendra la véritable vitrine technologique de la gamme. Elle gagnera de nombreuses compétitions jusqu'à la réaction de la concurrence qui, en 2007, poussera la puissance au-delà de 170 chevaux. Qu'importe, les années suivantes, la 1000 nous en sortira 178 et affichera 166 kg à sec sur la balance. Plus tard, la concurrence, telle que la ZX-10R et la Yam R1 Crossplane 2, reviennent et détrônent la reine. Tous les 2 ans, elle évoluera puis stagnera jusqu'en 2016 où elle recevra une énorme mise à jour avec un nouveau moteur à distribution à linguet, un nouveau style, les assistances électroniques pour lesquelles elle était un peu en retard par rapport à la concurrence. Elle développe maintenant 202 chevaux. Une version R viendra étoffer l'offre. Cette dernière sera équipée d'une fourche réglable inversée à cartouche externe de 43 mm de diamètre de la marque Showa et d'un shifter. Malgré tout ça, le GX ne retrouvera pas la gloire des années 2000. On parlera juste après de son palmarès de compétition. La reine sera arrêtée en France avec le millésime 2021, même si quelques modèles seront encore vendus en 2022. La faute aux normes européennes, Euro 5.
Une rumeur, relatée par Caradisiac en décembre 2024, provenant de la presse britannique et plus précisément du magazine Motorcycle News, ces derniers ont interviewé le président de la marque, Toshihiro Suzuki, qui a déclaré: Nous ne pouvons pas vous donner tous les détails, mais nous pensons qu'il est important de remettre des motos sportives sur le marché en s'adaptant aux nouvelles réglementations. Suite à cette déclaration, les journalistes ont un peu cuisiné le boss de Suzuki, qui a fini par déclarer: Nous pensons que c'est important d'avoir ce modèle dans la gamme européenne parce que c'est l'héritage de Suzuki. Puis il conclut par un: Vous profiterez du prochain salon EICMA pour venir nous voir. Il semblerait donc que la GX 1000 serait potentiellement dévoilée lors de l'EICMA à Milan du 4 au 9 novembre 2025. Revenons un peu à nos 600 et à nos 7,5. 2005 fêtera les 20 ans de la GSX-R. Pour l'occasion, 2 séries spéciales seront produites, une pour le 600, une pour le 7,5. 100 unités de chaque pour la France, avec un coloris reprenant celui de 1985. Elles seront numérotées et auront quelques améliorations comme des nouveaux disques de frein avant et arrière, des roulettes de protection, des bougies iridium, une bulle fumée, la chaîne bleue, réglage de chaîne anodisé, radiateur d'eau trapézoïdal, une clé 20e anniversaire et l'emblème 20e anniversaire numéroté. Pour les 30 ans, une série spéciale de GSX-R 1000 sera commercialisée en 2015. Elle dispose d'un coloris exclusif, de l'ABS, d'un échappement Yoshimura R11 inox homologué, d'une bulle double courbure Racing fumée et était offert en plus une béquille Racing et une housse de protection GSX-R. Les GSX-R 600 et 750 seront arrêtés en 2016, faute à la norme Euro 4, trop drastique. Elles resteront cependant produites pour d'autres marchés, comme les États-Unis par exemple. Impossible pour moi de faire un épisode sur les GEX sans parler de leurs exploits en compétition. On commencera par parler de l'endurance où la GSX-R 1000 a remporté 11 victoires sur les 24 heures du Mans en 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2014, 2015, 2011, 2022 et enfin 2024. Suzuki y détient également le record avec un total de 15 victoires constructeurs. Idem pour le bol d'or avec 20 victoires dont 15 depuis 2001 avec la GSX-R 1000 toujours. De 2001 à 2006, ensuite de 2008 à 2011, puis 2016, 2009, 2021, 2023 et 2024. Bien évidemment, on parle aussi des 7 victoires en MotoGP depuis 1949, faisant de Suzuki le 4e constructeur derrière Honda, MV Agusta et Yamaha en nombre de victoires. Voici comment s'achève donc l'histoire des GSX-R, légende de la route, de la piste et des records. Elle reste un modèle phare qui a fait rêver petits et grands. Je n'aborderai ici pas le sujet de la GSX 8R qui fait partie de la gamme GSX S et qui, selon mon humble avis et celui de la presse spécialisée, n'est pas un GSX-R. Je vous laisse donner votre avis en commentaire du podcast ou sur les réseaux sociaux concernant cette moto, si oui ou non vous considérez qu'elle fait partie ou non de la famille des GSX-R. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mekapod. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur mon site internet et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Mekapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.